l'Allier, ou plus exactement le Bourbonnais, aux portes du Massif central. Une région d'élevage au cœur d'une tradition céréalière quelque peu bousculée ces dernières années par des producteurs engagés dans un pari un peu fou, la réintroduction du safran en France. Une épice d'origine méditerranéenne qui prend la forme d'un précieux filament rouge caché dans une fragile fleur violette, le Crocus sativus. Sa cueillette est laborieuse et nécessite une présence quotidienne de ses producteurs durant les mois d'octobre et de novembre. Comme ici à Trézelles, où un ancien tailleur de pierre et une ex-salariée de la grande distribution se sont reconvertis dans la production du safran il y a 8 ans. Alors là, je dégage. Celle-ci, elle est à peu près bien dégagée. Je prends la tige. Et là, il y a déjà les filaments qui partent sur le côté. Donc, à l'émondage, on les mettra tous les 3 au même endroit. Comme ceci. Et on pourra couper tout ce qui est rouge. Et mon safran, il est là. Voilà. Il n'y a que la main qui travaille. On a beau mécaniser, c'est toujours la main. Et c'est pour ça qu'on dit que le safran est à prix d'or, rouge. Même si rien ne remplace la main de l'homme dans la culture du safran, Bernard, passionné de bricolage, a fabriqué cette machine unique au monde pour l'aider à se déplacer pendant la récolte. Ça me permet de ramasser le safran au-dessus de la butte. Et je règle le siège en fonction de la hauteur de la butte. Et les 2 perceuses actionnées par ces 2 pédales me permettent de faire avancer la machine à vitesse lente. J'ai repris un modèle de lit de travail de maraîcher, mais moi je travaille au-dessus de la butte et je suis assis. Donc là maintenant, on va régler les moteurs par rapport à l'avancement et voir à quelle vitesse on peut faire avancer la machine. Et c'est parti pour la séance de ramassage. Selon l'heure où elle a éclos, eh ben, elle est plus ou moins ouverte ou fermée. Moi, quand je suis sur ma machine et que je récolte mes fleurs, il peut arriver n'importe quoi. Il y a des fois, je lève la tête, je me dis, mais j'ai pas de bruit, comment ça se fait? Je suis seule au monde. Je suis royale, quoi. Que demander de mieux? C'est apaisant, c'est déstressant, voilà, c'est ce que j'aime. Je règle mon siège le plus bas possible et je cueille carrément entre mes jambes. À l'inverse de mon épouse qui a préféré une machine en latérale et elle cueille carrément comme ça. Mais elle est en traction manuelle et moi j'ai la chance de pouvoir... Je ne m'occupe pas de la machine quand je cueille. C'est mes 2 pieds qui me gèrent par rapport à la butte. Ce qui me permet de rester concentré sur la cueillette. On arrive à savoir à peu près, on va dire à 2 grammes près, ce qu'on peut faire en récolte. Par rapport au volume de fleurs. Sachant qu'il faut à peu près entre 210 début récolte, 250 fleurs fin récolte pour faire 1 gramme. Alors des jours, on ne produit pas grand chose. Quand il a fait froid la nuit, il a plu. Et puis 2 jours après, c'est tout bleu. Parce que eux, ils vivent leur vie et ils vont très vite et très fort. Alors on est à peu près à la moitié de la récolte. Tout ça, ça va encore grandir. Et au fur et à mesure que la récolte va avancer, on va avoir beaucoup plus de difficultés à ramasser les fleurs. Tout simplement parce qu'elles sont au milieu des petits brins verts. Et avec mes gros droits, les brins verts, c'est pas mes copains. Madame se débrouille mieux que moi là-dessus. Mais bon, on le fait tous les jours. On s'éclate à faire ce métier parce que y a des rencontres, énormément de rencontres. Il y a un partage, on passe des bons moments, on s'entraide aussi, ça c'est très important. C'est enrichissant. Alors là, une fleur ouverte, ces 3 étamines rouges font le safran. Tout le reste, on s'en sert pas malheureusement. Et quand on tire sur ces 3 étamines, on enlève, nous,
cette partie-là n'est pas du safran, donc on la supprime. Voilà ce qui reste une fois qu'on a ramassé la fleur. Voilà ce qui reste. Aujourd'hui, l'Iran et l'Inde sont les principaux producteurs de safran dans le monde. Mais historiquement, le safran est repéré il y a plus de 3500 ans en Grèce. L'épice débarque en France au XVIe siècle dans le petit bourg de Boine, dans le Loiret, qui fut désigné capitale mondiale du safran pendant plus de 4 siècles. Jusqu'à la crise de 1930, la France en produit jusqu'à 30 tonnes par an. Pour Gilbert Tin, ancien agriculteur et passionné d'histoire locale, le safran arrive en Auvergne avec les premiers colporteurs au XIXe siècle qui passent de village en village. Ces colporteurs qui arrivaient dans nos villages avec une belle affiche dessinée qui apportait les bulbes, les cailleux et qui nous promettait ce soleil qui sortait de la terre. Ils arrivaient de la région de Grenoble, Loisan, tellement froide, tellement pauvre, quelques vaches laitières. Et puis les hommes partaient l'hiver, une marmotte sur le dos, une valise sur le dos. Et puis ils arrivaient dans nos petits bistrots, ils ouvraient la marmotte qui avait des sacs de graines, des sachets de graines. Et là, le bourgeois, le jardinier, le paysan étaient attirés. Et le colporteur, il arrivait à lui vendre une graine, des bulbilles. Et je pense que nos safrans et nos crocus ont fait partie de cette dissémination, c'était pas un business, personne s'est enrichi, mais tout le monde vivait, voilà, tout le monde. C'était quelque chose, une nouveauté extraordinaire. On apprenait le confort, le plaisir de la table, du dimanche, et la grand-mère qui sortait ce petit pot de safran, c'était extraordinaire, c'est de l'or sur la table, quoi. C'était de l'or sur la table. On s'en souvenait pour la semaine, pour le mois, on était heureux pour le mois. Lorsqu'il n'est pas le bel ornement de la table dominicale, le safran renoue avec d'autres usages tout aussi bienfaiteurs. Il soigne l'esprit, si on est fragile, beaucoup de vitamines, voilà, et puis il apaise le nerveux, même peut-être aphrodisiaque, on ne sait pas quoi, peut-être, hein, si on le dit, ça doit être vrai. Dans les grands personnages qu'on peut que lire et que croire, Zeus, qui s'étalait sur une couche safranée, quoi. Cléopâtre qui, dans son bain, nappait, faisait tomber quelques grains de safran, c'était extraordinaire. Après, voilà. C'est aussi une élégante qui est assez rare. Elle pose ses vêtements de chlorophylle pour nous laisser voir que sa belle robe de safranée, quoi. Alors ça, c'est dans la nature, dans la planète, c'est énorme. Retour à Trézelles au moment du bilan de la récolte du jour. Moi, c'était moyen. Ah, mais c'est bon, c'est fini. Allez, encore un petit effort. Un temps de partage avec toute l'équipe où tout le monde fait part de son ressenti sur la qualité de la cueillette. Yo, vous avez tous les filles? C'est bon? Hier, on a eu une bonne récolte. C'est normal qu'aujourd'hui, on soit un peu moins... Hop. Soit un peu moins fourni. Si C'est la longueur qui compte. Plus, Ah, regarde. plus les pistils sont longs, Et ben plus ça produit, tout simplement. Sachant qu'une fois sec, ils vont perdre 90% de leur masse. Oh, bah c'est bien. Non, c'est pas vilain. On va aller à l'émondage. Allez, mon âge. C'est parti. À la plantation, toi. Le plus passionnant dans ce métier, en fin de compte, c'est qu'on discute d'une épice que les gens connaissent peu et on peut leur apprendre beaucoup. Et c'est très valorisant sur le plan personnel. C'est moins mécanique. J'étais dans d'autres métiers, beaucoup. J'ai fait de la finance, j'ai fait de la construction, j'étais tailleur de pierre. Là, le principe, c'est la nature. C'est-à-dire qu'on peut arriver des matins, il n'y a rien. Donc on fait comme beaucoup d'agriculteurs, on revient chez soi. Et le lendemain, on revient, tiens, c'est bon. Allez, ça y est, c'est parti. Tout simplement. À 2 heures des safranières auvergnates, la capitale de la gastronomie ne pouvait pas passer à côté du safran.
L'histoire se passe dans le 3e arrondissement de Lyon. Chaque matin, alors que les habitants se rendent au travail, sans se douter de ce qui se passe, Amélie de François part récolter l'épice aux étamines d'or. À 27 ans, cet ingénieur agronome se retrouve responsable de la première safranière urbaine lyonnaise. Une culture insolite perchée sur les terrasses d'un célèbre centre commercial. Eh bien aujourd'hui on n'a pas beaucoup de fleurs. Dans les derniers jours en fait on a eu vraiment beaucoup de fleurs, donc là c'est comme un petit creux dans la production. C'est toujours la surprise quand on arrive le matin, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver sur la terrasse. Donc ce matin il y a très peu de fleurs, mais voilà, ça fait une journée un petit peu plus tranquille, ce qui est toujours agréable. Donc voilà, on a les premières fleurs, elles commencent à être bien ouvertes. Dans les derniers jours, j'ai eu des jours de production où j'étais à 10, 11, 12 grammes par jour, donc c'était des grosses journées. Là aujourd'hui, c'est un petit peu moins. Tout l'automne, je suis là sur la terrasse tous les jours. C'est une production en fait qui est très restreinte dans le temps. La floraison, elle se fait pendant quelques semaines à l'automne. Et c'est la seule production de l'année. Donc en fait, quand on veut vraiment maximiser la récolte, il faut aller être là tous les jours parce que les fleurs sortent vraiment de terre tous les jours. Donc voilà, le matin on arrive et c'est parti pour la récolte. Elles sont super jolies. On a des super belles couleurs. Elles sont violettes avec justement ces étamines jaunes vifs et les pistils qu'on récolte rouges. Donc ça fait vraiment des jolies touches colorées au moment où la nature autour de nous, elle devient toute plutôt brune, grise à l'automne. Et c'est vraiment un symbole à la fois, je sais pas, de force et de fragilité cette fleur, parce qu'elle est tellement éphémère. Elle sort le matin même et en 24 heures, elle commence à se faner. Et pourtant, elle donne une épice qui est tellement incroyable. J'aime bien cette fleur. Peut-être que je la personnifie un petit peu, mais je la trouve particulièrement jolie. Une expérience d'agriculture urbaine inédite à Lyon, mais qui a déjà fait ses preuves à Paris, sur les toits de l'Opéra Garnier, de l'Institut du monde arabe et de 5 autres terrasses de la capitale. Ça faisait longtemps que je réfléchissais à ça aussi, d'essayer de monter des projets en ville. Et là, c'est vraiment la plante qui s'y prête parfaitement, en fait, parce qu'elle a besoin de relativement peu de profondeur de terre. Elle n'a pas besoin d'arrosage, donc on peut la laisser pousser sur une terrasse assez facilement. Retour en Auvergne au moment de l'émondage de la récolte de Bernard et Marie. Bon, ben là, on va les mettre délicatement sur la table. Une activité minutieuse qui doit se faire au plus près de la cueillette et qui consiste à récupérer une par une les précieuses étamines de safran. Voilà. Et il vous restera sûrement des filaments dans le panier, donc on les récupère. Tu prends ta fleur, tu mets tes 3 filaments ensemble. Tu prends ton doigt, ton index, là, l'auriculaire, et avec ton pouce et ton ongle, tu coupes. La normale, c'est 3 stigmates par fleur. Mais en ayant une terre riche comme la nôtre, on arrive à avoir 4, 5, voire 6 stigmates. Mais bon, c'est pas toute la safranière, c'est que de temps en temps, on va trouver... et là, voilà, c'est un peu le Graal pour nous parce qu'on se dit, waouh, c'est génial. Une fois émondé, le safran de Marie est ensuite déshydraté pendant une trentaine de minutes. Après cette étape, la productrice peut enfin faire le bilan de sa récolte du jour. 4,8 grammes. Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que ça fait beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est la récolte d'aujourd'hui. Séché et pesé, le safran sera conservé à l'abri de la lumière. Pour que toutes ces saveurs s'expriment, il faudra attendre 1 à 3 mois. En attendant, Marie se lance dans l'une de ses transformations favorites. Alors, on va faire une gelée façon vin chaud pour les plateaux de fromage et les foie gras, qui s'appelle la belle rivoise. On va mettre le vin rouge dans le chaudron en cuivre.
Et voilà. Je vais mettre mon safran à infuser avec un petit peu d'eau chaude. Et voilà. Bon là, ça bout. On va intégrer le safran en infusion. Hop. On va mélanger un petit peu. Ah, c'est bien rouge. C'est bien mélangé. Voilà. On mélange. J'ai toujours aimé cuisiner. Donc pour moi, c'était... il fallait que je fasse. Il fallait que je crée, il fallait que je cuisine. Donc, je me suis même pas forcée, quoi. C'était là. Beaucoup de gens ne savent pas le doser, le safran. Pour le doser, pour avoir la bonne dose, il faut 3 filaments par plat, par personne. Alors, si on en met moins, bon, ben, on se trompe pas trop. Si on en met 2, et si on en met plus, il y en a trop, et ça va pas être mangeable, quoi. Donc, il faut vraiment savoir le doser. Et la bonne dose, c'est ça, 3 filaments. J'ai fait des loupés parce que ça ne se mariait pas. Puis j'ai, voilà, des petites réussites, voilà. Mais j'essaye beaucoup de choses. Un des secrets de la gelée au vin safrané de Marie, c'est l'ajout de sucre, à consommer sans modération. Alors, ça paraît beaucoup de sucre, mais c'est ce qu'il faut. Une fois le sucre cuit dans le vin au safran, Marie met en pot à chaud pour permettre une bonne stérilisation de sa gelée. Sur certains fruits, c'est là où le safran va s'exprimer le plus, quoi. Hein. La pêche, par exemple, ça se marie très bien avec la pêche. On fait des pêches au sirop. Par exemple, sur la rhubarbe, la rhubarbe, c'est un fruit assez acide. Donc, ça l'arrondit, ça l'adoucit. Donc les gens qui n'aiment pas la rhubarbe comme mon mari, il va me finir le pot quand il a commencé. Une transformation qui viendra ensuite rejoindre son étal en vente directe, composé de quelques alcools locaux, de confitures, de sirops, revisités eux aussi grâce au safran. En attendant, la productrice procède elle-même au test qualité de sa belle rivoise. Un petit pain bien frais, un petit peu de gelée de belle rivoise. On peut en mettre dessous ou on peut en mettre sur le fromage. On prend le petit morceau de bleu. Voilà. Et on déguste. Bon appétit. Retour à Lyon au moment de l'émondage de la récolte d'Amélie. Pas de temps à perdre pour la jeune productrice. La récolte du jour est importante et demain, on recommence. On considère que pour 1 heure de récolte de fleurs, il faut à peu près 3 heures d'émondage. Donc, quand vous avez fait 3 heures de récolte dans la journée, ça fait un certain nombre d'heures d'émondage derrière. C'est vraiment chaque producteur qui détermine le coût de son safran. Après, 1 gramme de safran, en moyenne, va coûter autour de 30, 40, jusqu'à 45 €. Ça, c'est vraiment les coûts moyens. Il y en a du plus cher aussi. Par contre, on considère que quand le safran est vraiment moins cher que 30 € le gramme, c'est probablement du safran qui a été au moins coupé à autre chose. Donc on trouve, c'est vrai qu'on a énormément de falsifications sur le safran. Et donc sur du safran en poudre peu cher, on va souvent retrouver d'autres matières à l'intérieur, comme de la poudre de brique par exemple. C'est aussi important que les gens prennent conscience du travail qu'il y a derrière toute la culture du safran, parce que c'est ce travail-là qui explique le prix de cette épice. C'est une épice qui est très chère au kilo, mais on raisonne pas du tout en termes de kilos dans le safran, on parle de grammes de safran, parce que c'est ce qu'on utilise en cuisine. Donc méfiez-vous si vous trouvez du safran à moins de 30 € le gramme. Côté cuisine, Amélie est réputée pour ses meringues, au safran, évidemment. Hop. Une fois qu'on a notre blanc d'œuf, donc c'est là qu'on va prendre quelques filaments de safran, il en faut vraiment pas beaucoup, moi je vais en prendre une petite dizaine à peu près, que je prélève à la pince pour pas trop toucher le reste du safran. Et donc ce safran, je vais l'émietter entre mes doigts. Ça va permettre de le réduire en poudre en fait, et l'infusion se fera mieux dans le blanc d'œuf.
Vous voyez que ça commence à colorer ma main. Et hop, je mets ça dans le blanc d'œuf. Sinon, qui va tomber à côté, on va le rajouter. Donc là, pour le moment, on voit vraiment le blanc d'œuf qui est encore blanc ou très légèrement jaune avec le safran à l'intérieur. Et vous allez voir que dès que je commence à agiter, ça commence à devenir jaune. Et donc on va laisser ça 2-3 heures, le temps que vraiment l'infusion se fasse bien. Après quelques heures d'infusion dans le blanc d'œuf, maintenant on va pouvoir passer au montage en neige des blancs. Donc là on voit qu'ils sont devenus vraiment bien orangés avec le safran qui est infusé dedans. Hop, voilà. Et maintenant elle a une masse bien ferme et on peut la passer à la poche à douille. Ça marche super bien parce que le blanc d'œuf, qui est quasiment l'unique ingrédient avec le sucre, est super neutre, donc ça permet de vraiment bien mettre en valeur le safran. Donc on le sent assez fortement. Et en fait, je découvre un petit peu l'utilisation en pâtisserie et je trouve ça vraiment super. On peut faire des crèmes brûlées, des meringues, des madeleines avec du safran. Et ça marche vraiment très bien. C'est très doux, ça se rapproche en fait du goût du miel un petit peu en pâtisserie. Hop. Et ça va au four. Si tout se passe bien, dans quelques minutes, Amélie pourra une fois de plus vérifier les qualités gustatives de son safran des villes. Et voilà. Nos meringues, elles sont restées au four pendant à peu près 1h15, à assez basse température, entre 100 et 120 degrés. Et voilà, maintenant on peut les déguster. On sent bien le safran en arrière-bouche. Et la texture est bonne, donc c'est bon. Je suis contente. Retour dans le Bourbonnais, à Montaigu-le-Blin, dans le village de Didier Nebout, un chef qui travaille le safran de Marie et Bernard. On a amené les fleurs de la récolte. Ouais, génial, super. Bon, ben, on va se mettre au travail. Hein. D'accord, Merci, super. à bientôt. Allez, bisous. Allez, au revoir. Enfant du pays, Didier rêvait d'ouvrir son restaurant dans son village alors qu'il n'était qu'en CM2. Après des études de maître d'hôtel et de cuisine, Didier réalise son rêve en 1997 en ouvrant l'Auberge des Tureaux, un restaurant gastronomique et une table connue dans toute la région. Alors, je suis en train de préparer une crème anglaise au safran. Et j'ai le lait qui est en train de s'infuser avec le safran. C'est un goût très subtil et très très agréable. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment le safran. Et c'est le côté très agréable qui peut aller justement avec le sucré. Je vais passer ma crème anglaise pour laisser tous les petits pistils pris au piège dans la passoire. Côté salé, Didier marie safran et coquille Saint-Jacques. Une association qui donne la part belle à l'or rouge et une des signatures de son menu tout safran. Je vais déjà mettre un tout petit peu de safran pour déjà donner du goût, mais j'en mettrai d'autres en fin de cuisson. Plus les produits sont nobles, et je trouve plus c'est facile à travailler. Parce que dès qu'on a le bon produit, on n'a pas besoin de rien cacher. Voilà, on va saler et poivrer un petit peu. Et après, on va passer au flambage. Et puis, hop. Voilà, donc là on voit tout à fait qu'on commence de changer de couleur, que les produits sont bien réduits. Et on va disposer les Saint-Jacques. Après je mettrai ça dans les assiettes pour la présentation. Et voilà. Et pour compléter le tout safran, Didier demeure le spécialiste des financiers à marier à la crème anglaise, safranée elle aussi. Pour déguster un menu 100% safran, rien de mieux que de faire appel à ses producteurs. Le safran ressort bien, Ça explose en bouche. C'est vrai? Ouais. Honnêtement. vraiment bien. C'est gourmand. Hop, je vais vous laisser déguster ça. Alors, on va goûter. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Ah, par contre, il y a un truc
truc que je veux goûter, moi, c'était Et grâce à la passion de Didier, Marie, Bernard, Amélie et de tous les autres, le safran poursuit fièrement sa balade à travers le temps et se fait le nouvel ambassadeur de nos magnifiques terroirs.